Et coucou YouTube. Coucou YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour cette fois-ci la lecture de personnages de Prune. Alors on a un petit peu de retard par rapport à ce qu'on devait faire, normalement c'était le patch précédent. Mais ça y est, nous sommes à jour, donc essayons de rattraper un tout petit peu notre retard et par conséquent, lisons Prune, chasseuse de sorcières et rivale de Alice, qui je suis sûr qu'il est intéressant. Info personnage, quand exactement la rancune de Prune envers la sorcière a-t-elle commencé? Et de quoi s'agit-il exactement? C'est une histoire qui reste méconnue, malgré les nombreux avis de recherche que l'on trouve sur les panneaux d'affichage de Mondstadt. Interrogez n'importe quel Mondstadtois sur sa rencontre avec la soi-disant chasseuse de sorcières et vous obtiendrez probablement l'une de ces trois réactions. Ceux du premier groupe vous diraient qu'il lui faisait un sourire bienveillant avant de lui demander si elle voulait un verre de cidre de pomme. Ceux du second groupe se contentaient de hocher vaguement la tête à ses paroles, puis demander où se trouvait sa famille. Enfin, il y a ceux comme Kaya, du troisième groupe, qui non seulement écoutaient ses projets de vengeance, mais proposaient également leurs propres suggestions, réalisables ou non. Aucun de ces trois types de comportements ne satisfaisait Prune. Cependant, elle s'est depuis longtemps habituée à ces réactions. Elle en est venue à accepter que le destin d'une chasseuse soit d'être totalement incomprise. Être traitée comme une enfant qui joue à la dinette est quelque chose qu'elle doit affronter chaque jour. En réalité, Prune surpasse largement ses camarades, et même certains adultes, par l'étendue impressionnante de ses connaissances. Son discours est clair, réfléchi et organisé, parfois ponctué d'une anecdote insolite lancée pour faire une bonne mesure. La seule véritable preuve qu'elle n'est encore qu'une enfant, c'est ce regard de fierté discrète qui accompagne immanquablement ses faits méconnus. Mais une fois qu'on apprend à mieux la connaître, on réalise que l'étendue de son savoir et de sa compréhension ne s'accompagne pas toujours d'une profondeur équivalente. Après tout, que peut vraiment savoir une enfant? Par conséquent, les faits de son arsenal dont elle est si fière sont souvent ceux qui finissent par être son point faible. Et chaque fois que cela se produit, elle se mord la lèvre inférieure et bat en retraite précipitamment, non sans murmurer avant de partir, je reviendrai. Cependant, ce serait une erreur de la considérer simplement comme une petite fille qui fait semblant d'être forte. Quand elle dit qu'elle reviendra, elle revient toujours. Dans ce genre de situation, elle se présente toujours le lendemain, armée de notes encore plus détaillées, d'arguments encore plus nombreux et d'un air encore plus têtu. Cette obstination était-elle la détermination nécessaire à un véritable chasseur ou simplement un entêtement enfantin? C'est une question à laquelle elle ne pourrait sans doute pas répondre. Mais une chose est pourtant certaine. Elle réglera ses comptes avec cette méchante sorcière, une bonne fois pour toutes, peu importe le nombre de tentatives nécessaires. Quelle belle présentation de personnages, hein, en voyage. Donc voilà, hein, bien sûr. De toute façon, c'est ce qu'on avait appris avec l'ami fantasmagorique, hein, c'est que euh, l'idée que Alice soit la rivale est au fin de compte déduite de sens. Parce que si Alice l'a mise débattant dans les roues, c'est simplement que pour une enfant aussi petite, entre guillemets, elle est passée beaucoup trop vite à, sur le monde des adultes. Et par conséquent, elle ne peut pas profiter de son ami d'enfance, elle ne peut pas profiter de la petite jeunesse qu'elle peut avoir, qu'elle risque fort très vite de perdre. Donc, ouais. En plus, c'est marrant que la voix de Prune ce soit Alice. Ils ont tout pensé. Histoire de personnage 1. Les parents de Prune étaient originaires de Mondstadt. Séduits par des aphorismes percutants comme «La vie est une route ouverte», ils finirent par parcourir le monde et s'installèrent à Notkraï, une terre de chaos et d'opportunités. Cette région qui grouillait de marchands, d'aventuriers, d'escrocs ou de contrebandiers n'était clairement pas un endroit idéal pour fonder une famille et élever un enfant. Son père, travaillait dur sur les quais, tandis que sa mère cumulait deux emplois. L'argent se faisait rare. Il gagnait juste assez pour nourrir Preux et la garder au chaud. Tout le reste, comme passer du temps avec elle, était un luxe qu'il ne pouvait pas se permettre. Une fois,
Lors d'une de ces rares occasions où sa mère était rentrée avant le dîner, Prune se précipita et tira sur ses vêtements avec enthousiasme pour lui parler d'un vendeur de jouets en ville qui vendait de très jolis moulins à vent à Mondstadt. Mais alors qu'elle tenait les mains de sa mère, rendue rugueuse par le dur labeur, elle se souvint du registre caché dans le tiroir de son père, un livre de chiffres et de lettres détaillant toutes leurs dettes, et décida de se taire. Ces trucs ne font que tourner, se dit-elle. Ce n'est pas vraiment ce qu'il y a de plus utile. De toute façon, je ne les aime même pas. Non, je ne les aime pas du tout. Elle se répétait ce genre de choses tout le temps. Chaque fois qu'elle passait devant un vendeur de bonbons, elle se disait doucement: J'ai arrêté d'en manger depuis longtemps. De toute façon, le sucre, c'est mauvais pour les dents. Et à chaque fois que les enfants du voisinage exhibaient un nouveau jouet, tout brillant, elle les toisait d'un air dédaigneux en dénonçant leur comportement, complètement puéril. Avec le temps, sans s'en rendre compte, la petite Prune s'était forgée une image de maturité et de sérieux, un mur protecteur infranchissable qui ne laissait filtrer aucun désir enfantin. Elle a appris à réchauffer ses repas toute seule, à raccommoder ses vêtements et même à vérifier les comptes du foyer. Une fois, elle fut ravie de découvrir que sa mère s'était fait voler 3 jours de salaire, car cela voulait dire qu'elle contribuait vraiment de façon utile. What the fuck. Le jour, quand ses parents entraient enfin à la maison, le corps éreinté, Prune était déjà lavé et couché dans son lit. Bien qu'elle ne dormît pas vraiment, elle savait que son père et sa mère auraient le cœur brisé d'apprendre qu'elle avait encore peur du noir et qu'elle avait besoin de leur présence à ses côtés. Elle ne pouvait pas les accabler d'une culpabilité supplémentaire. Je ne suis plus une enfant, se répétait-elle, et cette phrase devint non seulement son mantra, mais aussi son armure. Ah, mais j'aime bien la construction des phrases que je dirais toujours. Hein. J'adore l'écriture de Genshin. Hein. Du coup, voilà. Hein. Du coup, c'est marrant que c'est pas par rapport à Alice qu'elle est construite, cette carapace d'adulte, mais c'est plus par la situation familiale. Donc, hâte de savoir ce qui va se passer ensuite. Est-ce que les parents vont le découvrir? Heureusement, il existe encore dans ce monde des loisirs qui ne coûtent pas très cher, et la lecture en fait partie. Prune se rendait chaque jour à la bouquinerie de Mimisrbrum pour parcourir tranquillement les rayons. Le propriétaire ne se souciait guère de sa présence, bien trop occupé à vendre des coupons d'investissement à sa clientèle fortunée. Ainsi, livrée à elle-même, elle fit de ses innombrables pages sa toute première fenêtre du monde. Elle n'avait aucune méthode précise pour choisir ses prochaines lectures. Il suffisait que la couverture ou le titre attire son regard. Elle commença par les contes de fées ou couvertures colorées, mais se lassa rapidement des clichés faciles et des fins heureuses prévisibles. Dès lors, elle se mit à dévorer tout texte qui lui tombait sous la main. Cependant, notre Kraï n'était pas comme les bibliothèques de Mondstadt ou de Sumeru. Au lieu de vastes collections soigneusement organisées, elle ne trouva que des journaux jaunisses ou des articles relatant des nouvelles d'événements qui n'étaient jamais produits, des guides touristiques terriblement trompeurs, des romans pirates et mal traduits, ainsi que d'épais tomes d'histoire contenant des détails qu'aucun enfant de son âge n'était censé découvrir. Au fur et à mesure de cette habitude de la lecture s'intensifiait, Prune devint progressivement une collectionneuse de connaissances obscures, ce qu'elle considérait joyeusement comme la preuve de sa supériorité intellectuelle. Cet assemblage hétéroclite de faits insolites, accumulés dans son jeune esprit, commença à façonner sa compréhension du monde d'une manière à la fois complexe et plutôt floue. Comprenait-elle réellement ce qu'elle lisait? La plupart du temps, pas vraiment. Mais elle prenait plaisir à absorber ces termes complexes et ces concepts étrangers, comme quelqu'un qui ramassait tous les coquillages brillants à portée de vue sur une plage pour les mettre dans un sac. Même si elle était invitée à jouer avec les enfants du quartier à plusieurs reprises, elle ne les entendait pas parce qu'elle était perdue dans ses pensées, ou alors elle passait son temps à étudier d'une manière obsessionnelle les règles du jeu en utilisant le vocabulaire qu'elle avait appris dans ses livres. Attendez, interrompait Prune en levant la main. Je dois d'abord vérifier la logique sous-jacente du jeu. Les pirates avaient un avantage topographique, réel et assez de temps. Ils n'auraient pas dû être vaincus aussi rapidement, à moins que la clique de la conque n'ait utilisé une technique surprise non définie qui aurait causé une défaillance du système d'équilibrage de puissance. Petit à petit, les autres enfants cessèrent de frapper à sa porte.
Prue n'était pas aveugle à l'éloignement progressif des autres enfants, mais elle laissa échapper un petit ricanement pour montrer qu'elle s'en fichait. D'ailleurs, il y avait tellement de questions profondes, de principes complexes et de phénomènes inexpliqués dans le monde auquel dévouer son intellect et son énergie. Elle avait déjà pris un chemin différent des autres. C'est triste hein, quand même hein, que s'être forgé une carapace d'adulte dans un corps d'enfant te, 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 te permettre de te cultiver dans des choses qui sont en dehors de cette jeunesse, notamment les problèmes sociétaux et j'en passe. Alors qu'elle est si jeune, genre on dirait qu'elle a 8 ans. Genre. Cet après-midi fut marqué par l'agitation et les pensées confuses. À force de persévérance, Prune parvint enfin à terminer le premier tome des Hymnes du Grand Nord, même si un adulte l'avait prévenu que cette lecture n'était peut-être pas adaptée à une enfant de son âge. Pourtant, lorsqu'elle referma le livre, Prune eut du mal à se rappeler ce qu'elle avait réellement lu. Il ne restait que le poids accablant de ses vers, un sentiment d'épuisement mental et la solitude de n'avoir personne à qui parler de tout cela. Alors, comme à son habitude, elle se mit à parler dans le vide de ce qu'elle venait de lire. Dans son esprit, elle imaginait un petit chiot qui l'écoutait, une créature que les circonstances matérielles rendaient impossible à adopter, ou l'un des sages qui ne répondait jamais comme dans les livres. Donc c'est l'ami enfance, je présume. Elle ne savait pas vraiment à qui elle s'adressait, seulement qu'elle avait besoin de parler. Mais cette fois, l'air se mit à bouger, et l'ami, si vivant dans son imagination, commença à prendre forme devant elle. C'est toi. Tu es. Anne. Comme Prune aurait aimé l'appeler par son nom. Mais c'est à ce moment précis qu'elle réalisa qu'elle s'était adressée à lui depuis le début sans le nommer. Il était impératif de donner un nom à cette créature sur le champ. Les noms communs comme Touffu, Pipelette ou Minus ne convenaient pas, car il était évident pour elle qu'il ne s'agissait pas d'un vulgaire chiot servile. Une intelligence vive se voyait dans ses sourcils légèrement relevés et une profonde singulière dans les puits sombres de ses yeux. Son pelage tacheté d'indigo et de violet lui donnait un air mystérieux et constant que Prune trouvait profondément agréable. Descartes, souffla-t-elle enfin. C'était un nom parfait, empreint d'esprit, de curiosité intellectuelle et de recherche, entièrement digne de son compagnon. Un nom qui témoignait également de sa propre érudition remarquable. L'arrivée de Descartes apporta un véritable éclat de couleur au quotidien de Prune, même si cela fit d'elle une fillette encore plus solitaire. Un après-midi, après que la pluie soit tombée puis partie, Prune observait attentivement une flaque d'eau accroupie dans la rue. Regarde Descartes, regarde comme le monde est à l'envers dans la flaque. Ça se lève une question. Comment peut-on savoir qu'on ne vit pas simplement dans une flaque plus grande? Plusieurs passants ralentirent en passant, fixant la jeune fille qui semblait parler toute seule. Peut-être que... continua Prune. Ce que notre réalité n'est qu'une autre, reflet dans une dimension supérieure. Tu ne penses pas, Descartes? Elle se tourna vers l'air autour d'elle et hocha gravement la tête. Oui, c'est exactement ce que je pense aussi. Non, donc fondamentalement, toute connaissance est relative et la vérité absolue n'existe pas. Finalement, une vieille dame bienveillante s'approcha d'elle et lui demanda avec une pointe d'inquiétude. Hé petite, ça va? Tu veux que j'appelle ta famille? Prune leva les yeux et répondit sérieusement. Dites mamie, vous pensez que le monde est réel? Peu importe, de toute façon ce n'est pas une question que tout le monde se pose au moins une... Ce n'est pas une question que tout le monde se pose au moins une fois dans sa vie, conclut Prune. Allez viens Descartes. Peut-être que la plupart des adultes vivent dans une illusion. En regardant la petite fille étrange s'éloigner, la vieille dame fit un signe sur sa poitrine et murmura « Que la lune vieillit sur toi, mon enfant ». Cependant, il existait des recoins que la lumière de la bénédiction de la lune ne pouvait pas atteindre dans les ruelles étroites et sinueuses du village de Nachin. Et dans ces recoins froids et solitaires, la seule bénédiction de Prune était Descartes, son compagnon silencieux, mais toujours fidèle. Hmm. Du coup, ça vient là, en fait, son imagination. C'est qu'elle se sentait tellement seule qu'elle a fini par créer son propre imaginaire.
Mais c'est marrant aussi ce côté où elle se pose des questions par rapport à la dimension, par rapport à ce que le monde est réel et autres, parce que en quelque sorte, c'est ce que nous, à l'heure actuelle, on peut se poser comme question. Est-ce que notre monde est une distorsion par rapport à une autre, par rapport à ce qu'avait dit notamment dans l'histoire de Nicole? Est-ce que le monde est véritablement vrai, ou est-ce que c'est juste une illusion optée par Phoenix et qu'au fin de compte tout est dévasté quoi. Donc c'est intéressant. La sorcière, qui s'ennuyait et cherchait à se distraire, finit par jeter son dévolu sur la jeune fille plongée dans un énorme livre au bord de la route. Pourquoi tu ne joues pas avec les autres enfants là-bas? Je n'aime pas jouer, dit Prune, occupée à lire, ne levant même pas les yeux. Qu'est-ce que tu lis? Alice se pencha pour mieux voir et ses yeux s'illuminèrent comme si elle venait de découvrir un trésor. C'est une sorte de guide de voyage, mais il manque des parties parce que c'est une copie pirate. Je ne sais pas qui en est l'auteur. Comment tu le trouves? Ça va, mais je ne peux pas m'empêcher de penser que l'auteur est incroyablement égocentrique. J'ai aussi décelé certaines tendances troublantes entre les lignes. Oh? Depuis ce jour, Alice tombait sur Prune de temps en autre et la bombardait toujours de questions farfelues du genre: si on ajoute du sucre à un hydroblob, est-ce que ça donne une boisson sucrée? Ou si tu te battais contre toi-même, tu crois que tu gagnerais ou tu perdrais? Et à chaque fois qu'Alice lançait l'une de ses provocations absurdes, Prune relevait le défi comme si l'ennemi était littéralement aux portes et s'empressait de démanteler ses fausses propositions avec sa logique impeccable d'une manière à la fois maladroite et adorable. Pendant ce temps, Alice observait ses efforts, le menton entre ses doigts et un sourire aux lèvres, comme si elle assistait à un spectacle. À travers tout cela, la perspicacité d'Alice la perspicace Alice remarqua également que l'ami imaginaire de Prune s'effaçait peu à peu, comme une goutte d'eau s'évaporant sous la lumière du soleil. C'est intéressant ça qu'elle puisse voir un ami imaginaire. Comme si toute chose imaginaire ou qui est inexistante, elle est capable de le voir. Genre. Au début, Prune ne prenait guère attention au fait qu'Alice était une sorcière. Après tout, un autre Kraï, il n'est pas rare de croiser des individus prétendant être des personnages extraordinaires. Une femme étrange et excentrique, coiffée d'un chapeau surdimensionné et adepte des plaisanteries espiègles, s'intégrerait parfaitement parmi les autres gens du coin. Elle était loin de se douter qu'un jour, cet adulte effronté deviendrait sa némésis. Tu viens d'utiliser une méthode non arithmétique pour prouver la relation entre les côtés d'un triangle. Impressionnant. Excusez-moi, mais c'est un problème qu'un enfant de 12 ans peut résoudre. Eh bien, alors essayons un problème pour les enfants de 14. Allez, on va voir qui les résout le premier. Vous n'avez rien de mieux à faire que de traîner avec quelqu'un de mon âge. Je dois rentrer dîner. On y va, Descartes? Mais malheureusement, Descartes avait presque entièrement disparu à ce moment-là. En voyant cela, Alice se glissa immédiatement dans le rôle de la méchante de l'histoire. Ricana-t-elle. En réalité, je suis une très très méchante sorcière. Et maintenant, je t'enlève ton ami le plus précieux. Quoi? Je parle de lui. Puis, Alice claqua des doigts et Descartes disparut du champ de vision de Prune. Bien que d'ordinaire très vive d'esprit, très vive d'esprit, Prune fut stupéfaite. Cela lui arrivait rarement. Qu'est-ce qui vous a pris? S'écria-t-elle, s'accrochant désespérant à Alice. Qu'est-ce que vous avez fait à Descartes? Je veux récupérer mon Descartes. Oups, trop tard. À partir de maintenant, tu es officiellement la chasseuse de sorcières, nommée par la plus grande sorcière en personne. Tu veux sommer ton ami imaginaire? Il faudra d'abord me battre. Vous êtes vraiment une sorcière. Rendez-moi Descartes tout de suite. C'était une blague. Alice arborait maintenant un rire diabolique particulièrement réussi. Tu veux récupérer ton ami imaginaire? Il te faudra affronter toutes les sorcières de la planète. C'est ça. Tu devras les battre une par une. Va à mon stat et trouve Cli. Qui sait, tu pourrais bien obtenir un indice ou deux de la part de la petite fille la plus adorable du monde. Puis, Alice disparut dans un grand boum et un pouf. Alice, espèce de grosse méchante! Et c'est ainsi que débuta la longue et ardue campagne de la pauvre Prune pour sauver son ami. Ah, non mais Alice, elle a vraiment un bon cœur quand même.
On l'aime tous de toute façon ici, on espère qu'elle est jouable. Hein. Prune commença sa chasse aux sorcières dès son arrivée à Mondstadt. Elle placarda partout des affiches au ton plutôt hostile, tenta de confronter publiquement l'astromancienne Mona, soupçonnée d'être la sorcière connue sous le nom de B, pas spécialement, et rechercha diverses personnes liées à ses cibles. Mais face à l'accumulation d'échecs dans sa mission, elle n'eut d'autre choix que d'envisager des mesures encore plus radicales. Une idée plutôt folle lui traversa l'esprit. Elle allait kidnapper Klee pour forcer Alice à se montrer. Le plan était simple. Elle attirerait sa cible dans un endroit plutôt tranquille, puis mènerait un interrogatoire approfondi pour obtenir les informations dont elle avait besoin. Prune alla même jusqu'à cartographier l'opération dans son carnet. Mais bien sûr, en tant que chasseuse de sorcières avec de véritables scrupules, elle abandonna très rapidement cette idée. Elle en arriva à cette décision, non pas parce qu'elle aurait également dû affronter Albedo et tous les chevaliers de Lord Faunus, sans aucun doute le plus grand obstacle, mais parce que dans le bras de fer entre raison et impulsion, la moralité triompha de la haine. Oh, magnifique ça. Mais parce que dans le bras de fer entre la raison et l'impulsion, la moralité triompha de la haine. Eh, c'est bien dit. Hein. Ceux qui combattent les monstres doivent faire attention à ne pas devenir des monstres eux-mêmes. C'est d'un banal. Jamais je ne m'abaisserai à faire quelque chose d'aussi ignoble à une enfant. Elle fit une grande croix sur son plan opérationnel, tourna la page pour en prendre une nouvelle et écrivit 2 mots. Plan B, avant de fixer son carnet d'un regard vide. Les jours passèrent tandis que Prune élaborait ses prochaines manœuvres, souvent accompagnée par Klee qui débarquait avec des encas ou un jouet à la main. Prune, il y a du soleil aujourd'hui, allons attraper des papillons cristallins. Prune, il pleut aujourd'hui, allons sauter dans les flaques d'eau avec Milly d'urine. Prune. Puis à un moment donné, Prune réalisa qu'elle était devenue sans le vouloir la camarade de jeu de Klee et que, dans ce rôle, elle était obligée de gribouiller sur les murs avec Klee, d'écouter celle-ci lui présenter le nom et la personnalité de chaque Dodoko avec le plus grand sérieux et même de dévaler les pentes herbeuses devant lever. Je ne fais que collectionner des renseignements pour une opération, se dit Prune à chaque fois. Finalement, après plusieurs de ses collègues d'information, Prune élabora une stratégie vraiment viable. Elle allait obtenir les renseignements dont elle avait besoin en interrogeant Klee, non pas par un interrogatoire direct, mais en déguisant ses questions sous forme de jeu. L'opération serait simple et directe. Prune poserait les questions et récompenserait Klee avec une délicieuse pâtisserie fraîchement sortie du four à chaque fois qu'elle donnerait une réponse. Elle commencerait par une question générale et innocente, puis creuserait de plus en plus profondément à partir de là, se rapprochant progressivement des informations clés pendant que sa cible baissait totalement sa garde. Klee, as-tu reçu des lettres de ta maman récemment ? Oh oui, oui, je reçois assez souvent de lettres d'elle et on discute aussi avec Dodo Communicateur quand je n'en reçois pas. Je voudrais un biscuit au chocolat, s'il te plaît. Klee, est-ce que tu es au courant des méfaits, enfin, je veux dire, des actions de ta maman? Des méfaits? Des méfrais? Je me souviens pas que maman en ait déjà fait, mais ça a l'air délicieux. Ça doit être trop bon avec un verre de lait. Est-ce que ta maman habite dans une forte... Je veux dire, est-ce qu'elle habite dans une base secrète? Une base secrète? Oh, je sais où elle se trouve. Où ça? C'est dans le cœur. Maman dit que la base secrète la plus sûre de chacun, c'est dans leur cœur. Les récompenses de Prune après un après-midi d'interrogatoire comprenaient 7 dessins de Klee. 5 sur comment utiliser une bombe rebondissante, un représentant une famille d'Odoko et le dernier réalisé à l'insistance de Klee intitulé Prune et Klee font sauter des poissons ensemble. De plus, Prune a pris également, complètement par accident, la distance de sécurité exacte pour déclencher une bombe rebondissante. Mais si ce fut à ce moment-là qu'elle réalisa qu'il y avait un sérieux travail à accomplir si l'on voulait un jour faire comprendre à Klee la véritable définition du mot sécurité. En début de soirée, Albedo était venu chercher Klee et lui demanda tendrement si elle avait passé une bonne journée. Klee afficha un grand sourire radieux en tapotant son ventre bien plein, totalement satisfaite. Les biscuits de Prune sont trop bons, je n'ai pas besoin de dîner ce soir. Pendant ce temps, Prune rédigeait son rapport de mission Opération Pâtisserie et Interrogatoire Phase 1 avec le plus grand sérieux. Renseignements exploitables, aucun. Ressources consommées, un sac de farine, 5 bouteilles de lait et une quantité considérable de chocolat et de sucre. NB, je sais pas ça veut dire quoi.
La cible semble posséder un talent inné pour la contre-interrogation. Et il n'existe actuellement aucune méthode connue permettant de la faire craquer. Elle marqua une pause avant d'ajouter une ligne en petits caractères qui disait «La photo de nous en train de faire exploser des poissons n'est pas si mal finalement», classée dans le dossier. Trop mimique, Lee. La cloche de l'ensorceleuse et le marteau serment de chasse des fléaux. L'enlèvement de Descartes avait plongé Prude dans un type d'inquiétude qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Telle une guerrière se préparant à l'action imminente, elle s'enferma dans sa chambre pour revoir chaque détail de ses confrontations avec Alice. Chaque fois que toutes les deux arrivaient à un point où Alice ne pouvait plus poursuivre le débat, la sorcière de Lengzenzirkel sortait soudainement un objet de collection avec un sourire radieux pour récompenser Prude de sa victoire. Au début, Prude ne prêtait aucune attention à ces objets de collection. C'était certainement de vulgaires pots de vin, comme les bonbons dont les adultes vous gavaient pour vous faire taire. Puis un doute lancinant la frappa. Étant donné la puissance des sorcières, une babionne venant de l'une d'elles était-elle vraiment qu'un simple objet ? Elle rassembla toutes les récompenses qu'elle avait gagnées auprès d'Alice et les disposa pour en faire une évaluation minutieuse. Mais d'abord, elle devait éliminer des distractions évidentes. Assortiment de friandises dans des emballages fantaisistes, autocollants aux motifs enfantins, peluches sans fonction particulière. En vain, elle se concentra sur les deux objets ayant le plus de potentiel. Le premier est une clochette d'une facture exquise. La clochette teinte, une sorcière pourrait apparaître, avait déclaré Alice de façon plutôt ambiguë. De cela, Prude en déduisit qu'il s'agissait d'une sorte d'attrape-sorcière. En vérité, c'est une vieille clochette pour les goutterons. Le pourrait dans l'affirmation d'Alice venait du fait que l'apparition de sorcières n'était pas garantie, laissant planer le mystère quant à savoir qui se présenterait. Après que Prune avait redéfini son usage, la clochette joua effectivement un rôle vital dans ses aventures. Même si l'affaire teintée ne garantissait jamais l'apparition d'une sorcière, elle n'en manquait jamais de déclencher des aventures incroyables. Le second objet était un marteau lourd et visuellement impressionnant. C'était le plus grand et le plus lourd de toutes les récompenses que Prude avait remportées auprès d'Alice. Il semblait redoutable et intimidant à chaque fois qu'il était balancé. Elle ignorait qu'il s'agissait en réalité d'un outil de sculpture qu'Alice avait initialement prévu d'offrir à une autre sorcière. Nicole en cadeau. Ah, c'était Nicole qui aurait eu le marteau qu'a Prude ? Intéressant. Même si ce présent plutôt excessif fut par la suite poliment refusé par la destinataire qui dit « Mon passe-temps, c'est la sculpture, pas la construction ou la démolition », par conséquent, il prenait la poussière jusqu'à ce qu'Alice trouve enfin le prétexte parfait pour s'en débarrasser. Ces deux cadeaux du roi Dodo furent alors solennellement rebaptisés après quelques modifications d'armes très logiques et pratiques de la part de Prune, la cloche de l'ensorceleuse et le marteau serment de chasse des fléaux. L'œil divin. Prune avait entendu dire un jour, si l'on souhaite quelque chose de tout son cœur, les divinités tourneront leur regard vers nous. Si c'était vrai, il lui suffisait donc de formuler ce vœu de toutes ses forces pour obtenir l'œil divin de l'élément électro qu'elle désirait tant. Mais pourquoi l'élément électro ? Prune avait des raisons. L'élément pyro était bien trop ardent, l'élément hydro trop doux, l'élément géo semblait ingérable, l'élément cryo un peu hautain, et l'élément anémo pouvait se montrer capricieux. L'élément dendro était trop vif. De tous, seul l'élément électro était impitoyable et rapide, le choix idéal pour terrasser cette sorcière rusée. Il suffit de le réfléchir un instant pour se rendre compte qu'aucune de ces raisons ne tenait vraiment à la route. Peut-être bien que le véritable facteur qui a fait pencher la balance en faveur de l'élément électro était le fait que le violet de l'œil divin s'accordait parfaitement avec sa garde-robe soigneusement sélectionnée au ton sombre et métallique. Une fois son objectif identifié, cette jeune érudite, devenue chasseuse, se lança alors dans sa quête par un moyen tout aussi extraordinaire, l'étude préalable. Elle lut le guide sur les pouvoirs élémentaires de la première et la dernière page, et ce non pas une mais 3 fois. Elle mémorisa chaque détail concernant l'élément électro et cibla même mentalement divers combos de chasseuses en tenant compte de cet élément. Mais elle se retrouva rapidement dans l'impasse en qu'il s'agissait de mettre ses idées en pratique. Ces modifications très logiques et pratiques du marteau serment de chasse des fléaux l'avaient rendu bien trop lourd à tenir, sans parler de combattre avec, même après l'avoir doté d'un manche plus long sur le principe du levier et tenter d'appliquer une approche plus technique à son maniement.
Comment les personnages dans les livres arrivent-ils à soulever des armes qui font plusieurs fois leur taille? Elle poussa un profond soupir. Soudainement, elle se rappela les formules magiques que les personnages de contes de fées utilisaient pour invoquer leur pouvoir. Allez, il n'y a pas que les gamins qui croiraient ce genre de choses, se dit-elle en faisant la moue. Mais maintenant que j'y pense, qu'est-ce que j'ai à perdre? En quoi est-ce que ce serait différent de faire un vœu à une divinité? Je dois me ressaisir. Ce n'est pas un jeu d'enfant. Il n'y a personne de toute façon alors, hein. Après un long débat dans son fort intérieur, Prune finit par rassembler son courage et se lança, les joues rouges et les dents serrées. Ô marteau serment de chasse des fléaux, toi qui renfermes les pouvoirs des ténèbres, révèle ta véritable puissance devant moi, libère-toi! À peine les mots avaient-ils quitté ses lèvres, les yeux toujours fermés tandis qu'elle serrait fermement le manche, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Ce marteau lourd et encombrant était devenu aussi léger qu'une plume en un instant. Les preuves étaient indéniables. Tous les signes indiquaient ce que son souhait s'était réalisé. C'est tout? C'est tout ce que j'avais à faire? Elle tendit son autre main, incrédule, alors que l'énergie élémentaire condensait dans sa paume. Une lueur commença à briller. Submergée par l'anticipation, Prune ferma les yeux et retint même son souffle un instant. Un bref moment plus tard, elle sentit le poids d'un œil divin tomber dans sa main. Elle ouvrit lentement les yeux pour contempler cette lueur violette, symbole de sauvagerie impitoyable avec joie. Sauf que l'objet reposant dans sa paume était un œil divin de l'élément anémo, à la lueur verte. Il a fallu plusieurs instants à Prune pour réagir face à cet événement inattendu. Quoi? Des images des notes volumineuses sur l'élément électro avaient été étudiées et mémorisées. Subir un défilé dans son esprit. Elle leva les yeux vers le ciel, son indignation étant un peu plus claire. Eh, vous là-haut, il y a une erreur. J'étudiais l'élément électro. Mais sa rationalité reprit le dessus une fois le choc initial est passé. Peu importe comment elle le prenait, c'était bien un œil divin, la preuve irréfutable de sa force. Apprendre à gérer l'inattendu faisait partie intégrante du passage à l'âge adulte. Prune reprit connaissance et essuya discrètement l'œil divin avec soin. Peu importe, je n'aurais qu'à réviser les chapitres sur l'élément anémo. Après tout, les gagnants tiraient le meilleur parti de ce qu'ils avaient. Si on lui donnait une bourrasque, elle l'utiliserait pour disperser tous les pièges que la sorcière lui attendrait. Alors qu'elle continuait à marmonner toute seule, un sourire involontaire se dessina sur son visage. Bon, elle est mignonne, hein, Prune. Almost. Vas-y, à propos I'm not d'Alice. trying to drive a wedge between you. Alors, à propos d'Alice sorcière, je ne cherche pas à semer la zizanie entre vous, mais je me dois de dénoncer ses méfaits. C'est une question de principe. Elle ne cesse de me provoquer avec des devinettes que même un blob pourrait résoudre, ou de m'harceler pour débattre avec elle de sujets puérils pour finalement perdre à chaque fois. Puis, dans un excès de rage, d'un accès de rage, elle a révélé sa nature malveillante et déclaré qu'elle avait kidnappé Descartes et que si je voulais le récupérer, je devais me rendre à mon stade pour chercher des indices. Tu te rends compte? Le mal incarné! Imagine un peu que tu la battes à plat de couture à une partie d'invocation des 7 et elle kidnappe Paimon pour se venger. Toi aussi tu partiras à la chasse aux sorcières. Vous imaginez? Ouais, c'est vrai qu'elle elle kidnappe Paimon pour le bien de Teva. Mhm. At first, I wondered. La guerre psychologique. Au début, je me suis demandé pourquoi mon stat? Pourquoi ne pas m'attirer quelque part de plus dangereux? Mais ensuite, j'ai compris. Elle mène une guerre psychologique. Plus le terrain de chasse est dangereux, plus l'instinct d'un chasseur s'aiguise. Mais Mondstadt est une terre d'ivrognes paresseux et de poésie romantique. Elle espère que cette soi-disant atmosphère de liberté fera de moi une mauviette inutile qui ne fait rien d'autre que de boire du thé et de bichonner des chats. Ever since À propos reuniting. d'Alice, enfin de ne jamais pardonner. Depuis que j'ai retrouvé Descartes, j'ai compris que tout cela cachait des mensonges, motivés par de bonnes intentions. Mais ce n'est pas une excuse qui justifie un acte pareil. D'ailleurs, tu as remarqué à quel point elle prenait plaisir à me voir souffrir? Chaque fois que je perds mon sang-froid ou que je m'énerve, elle rit comme si c'était la chose la plus drôle au monde. Ça suffit à prouver qu'elle est méchante jusqu'au bout des ongles. Alors non, je ne lui pardonnerai jamais. À propos de Clee, je l'avoue, au début, je ne lui ai
parler que pour obtenir des informations. Après tout, c'est la fille d'Alice. Elle devait sûrement connaître beaucoup de ses secrets, non? Je ne m'attendais tout simplement pas à ce qu'elle soit aussi aimable et peu méfiante. Elle m'a invité à jouer, m'a offert un cadeau. Quand j'ai croisé son regard, qui brillait d'une telle innocence et d'une telle impatience, je n'ai pas pu m'empêcher de ressentir un peu de peu importe. Ce n'est pas un cadeau qui va me faire renoncer à ma traque. J'ai juste l'impression que jouer ensemble de temps en temps ne peut pas faire de mal, alors pourquoi pas? À propos de Sayu, At her là c'est vraiment toutes les personnes qu'on a vues dans l'ami Fantasmagorie. À son âge, le fait de dormir dès qu'elle en a l'occasion est une bonne idée. Il suffit de voir tous les adultes submergés par le travail ou les soucis. La plupart d'entre eux doivent recourir à l'alcool ou à des potions alchimiques juste pour fermer l'œil. Mais d'ici peu, elle aura elle aussi des soucis qui l'empêcheront de dormir. Je dis qu'il faut la laisser dormir tant qu'elle le peut encore. À propos de Yao Yao Yao. Yao's Yao Yao est vraiment douée de ses mains. Elle m'a déjà aidé plusieurs fois à attacher le ruban que je porte dans les cheveux. Elle s'en sort toujours très bien. Bien mieux que moi. Le nœud est tellement parfait que je n'ose même pas le défaire avant d'aller me coucher. Mais bizarrement, il est toujours tout emmêlé le lendemain matin. Oh, I À propos de Chichi, oh, je lui ai offert tout un lot de lait au dango, ouais, de lait de dango. Parce qu'elle m'avait dit qu'elle avait beaucoup aimé ça au goûteron des petites sorcières. Hein? J'en ai acheté beaucoup trop pour une seule personne? Eh bien, il y en avait une offre, un acheté un offert. Et puis je me suis dit que ce serait une bonne idée d'en ramener à Mondstadt. Tu sais, pour Cli. Oui, voilà, pour Cli. Moi, je préfère le thé, bien sûr, nature, sans sucre, bien sûr. À propos de gotta Paymon, ask. faut que je te pose une question. Comment Paymon a-t-elle réussi à entrer à l'académie? Est-ce que l'examen d'entrée est difficile? Tu crois qu'elle accepterait de me prêter ses notes? Attends, quoi? Elle a même droit à des cours particuliers avec un professeur prestigieux. Mais moi aussi, ça m'intéresse. I have À something propos to tell. d'Albedo, j'ai quelque chose à te dire, mais tu te promets de ne le dire à personne, d'accord? Je commence à me dire que Monsieur Albedo n'est peut-être pas vraiment humain. Quand on y pense, est-ce qu'un être humain aussi parfait pourrait vraiment exister? Mais oui, il est parfait, mon petit Albedo. After learning about À propos de Kaya. Après m'avoir écouté et lui expliquer mon plan, il m'a dit que je devrais faire passer des cartes au rang d'unité de cavalerie lourde et m'a aussitôt accordé un permis de monture spéciale. Mais avant même que j'aie eu le temps d'en lire les détails, la grande maîtresse suppléante Jeanne me l'a confisqué sous prétexte de délivrance illégale. Apparemment, avant l'âge légal, c'est de l'imprudence ou quelque chose comme ça. one time I À propos de Mona Lisa, une fois je l'ai confondue avec la sorcière Barbara et je l'ai peut-être un peu embêtée, mais c'est entièrement de la faute d'Alice. C'est elle qui m'a dit que la sorcière B s'appelait Mégistus. Évidemment, elle a omis le tris exprès pour me mener en bateau. Et puis tu ne vas pas me dire que le grand chapeau pointu de Mona lui donne pas une allure de sorcière. Quoi qu'il en soit, elle a accepté mes excuses, donc tout ça c'est de l'histoire ancienne. À propos de Mona, de Lisa. Encore une autre femme avec un chapeau pointu, et une autre cible potentielle. On la surnomme même la sorcière à la rose. Mais plus les choses semblent évidentes, plus il est impératif de faire preuve de prudence. Pourtant, chaque fois qu'elle m'appelle Petite Prune, avec son ton désinvolte et ce sourire taquin, mes instincts de chasseuse prennent le dessus. Même si elle n'est pas une vraie sorcière, j'y réfléchirai à 2 fois avant de me la mettre à dos. others may think she À propos de Fischl, certains pensent peut-être qu'elle se perd dans ses rêveries, mais pour ma part, je crois qu'elle est l'une des rares personnes à mon stade à voir les choses telles qu'elles sont. Ces envolées rhétoriques ne sont qu'une arme qu'elle utilise pour affronter ce monde cruel. Est-ce que je comprends ce qu'elle dit? Bien sûr que non, mais ça n'empêche pas de la tenir en haute estime. À propos I d'Aino, studied pendant 3 jours, j'ai étudié avec elle les tenants et les aboutissants de la mécanique dans son atelier, en commençant par les bases, comme le serrage de vis. Elle m'a même aidé à imaginer un nouveau modèle pour ce marteau, et cette cloche au style enfantin condescendant que j'ai gagné auprès d'Alice. J'ai opté pour un style plus industriel, à base de métal lourd, ce qui a augmenté leur effet intimidant de 30%. Et enfin, à propos de Dory, before arriving. oh mon dieu.
Avant d'arriver à Mondstadt, j'ai voyagé avec sa caravane de marchandises à travers plusieurs nations. Elle propose bien un service d'escorte réservé aux passagers, plus rapide et plus confortable. Mais les tarifs sont carrément exorbitants. Les marchands sont tous les mêmes, pas vrai? Ce qui m'a paru bizarre, c'est que quand la caravane s'est fait attaquer, on aurait pu s'attendre à ce qu'elle fasse passer le profit avant tout ce qu'elle donne la propriété à marchandises, mais au lieu de ça, le chef de la caravane a crié: Protégez la gamine! C'est un ordre direct de la patronne! Si elle a ne serait-ce qu'une égratignure, elle nous le retiendra sur notre paye à tous. Ce n'est pas comme si elle me devait grand-chose, je veux dire. Je n'avais payé qu'une somme dérisoire pour le projet. Ça n'a tout simplement aucun sens, à moins que les Moras ne sont pas la seule chose qui compte pour elle. Et oui, Dory, mine de rien, c'est quand même un personnage énormément extravagant, très agaçant par moments. Mais c'est vrai qu'au-delà des Moras, elle veut créer un orphelinat pour celles et ceux qui ont perdu leurs parents ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment une excellente personne. Bah voilà, c'était cool. La petite prude. Alice Mora. Touris Venifica. Aïe aïe aïe. Bah écoute, moi j'ai bien aimé. Bien aimé, si on apprend un tout petit peu plus. Bon, c'est vrai que la majorité des choses, on les a comprises par l'événement Mi Fantasmagorique qui est sur YouTube. Donc vous pouvez le regarder quand vous voulez. Mais ouais, elle est presque dans mon anniversaire et moi c'est le 15 novembre. Car moi je vous fais des bisous. Merci à la prochaine vidéo des YouTube et merci de l'avoir regardé. Ciao.